Bonjour, Bonjour, bonjour. coordinatrice pour la lutte contre l'antisémitisme et la préservation de la vie juive à la Commission européenne. Alors, on a demandé à nos auditeurs si on en faisait assez en Europe pour protéger les communautés juives de l'antisémitisme. Et la réponse, malheureusement, Katharina, de nos auditeurs, c'est non. 85% de non sur Facebook et 94% de non sur Insta. Donc, une très large majorité de non. Évidemment, je vous demande votre avis. What do you think is Europe is doing enough to protect Jewish communities from the anti-Semitism? So I have to say it doesn't surprise me because the situation is difficult. I think Jews are under pressure. They feel under pressure. The security situation has worsened in the last month since the 7th of October significantly, and there is a general feeling of insecurity. So I'm not surprised. The question, does Europe do enough, is of course very much linked to the perception. Then I think if we look at how do we come to this result, obviously the security aspect with regards to the Jewish community is a national responsibility. And there I think you would probably have different results in different countries, depending on the reaction of the state and the cooperation between the Jewish community and the state, and that varies very much from country to country. I can say from the European side that we have increased the funding for Jewish communities since 7th of October significantly, and that there is now, as we speak, currently a call out where it's in total 30 million, where 5 million are specifically dedicated to Jewish communities. That does not mean that it's only 5 million, but these 5 million can go nowhere else. Alors, évidemment, ça ne me surprend pas, la réponse de vos auditeurs. C'est vrai que la situation des communautés juives, c'est d'être sous pression, c'est difficile. Ils se sentent sous pression aujourd'hui et la situation a empiré depuis le 7 octobre et ils le sentent. Donc, je comprends bien ce sentiment d'insécurité qui est évidemment très lié à la perception qu'on peut en avoir. Maintenant, il faut se rappeler que la sécurité des communautés juives est une responsabilité nationale. C'est celle des États avant d'être celle de l'Europe. Donc, probablement que vous auriez des résultats différents si vous posiez la question dans différents pays d'Europe. Ça dépend, bien sûr, de chaque pays. Alors, évidemment, est-ce que l'Europe en fait assez? C'est lié à sa politique globale et c'est vrai que aujourd'hui même, on peut parler notamment des fonds qui sont consacrés aux protections des communautés juives en Europe. Et il y a en ce moment même un appel qui a lieu pour avoir au moins 5 millions supplémentaires. Et ces 5 millions, même si ça peut paraître sur un total de 30 millions, pas si important que ça, ne pourront pas aller autrement qu'à cette préservation des communautés juives d'Europe. And I would like to emphasize in our strategy on combating anti-Semitism and fostering Jewish life, the aspect of fostering Jewish life is really important. And that's, of course, a challenge at the moment, because what we say in the strategy is that we want to see a situation where Jews can live free of fear, free of security concerns, and can go about their lives in line with their religious and cultural traditions. And that hasn't changed. So whatever we do now is still geared, and even more so geared, towards this aspect of driving out the darkness with light. Yeah. So Jewish life as being the light, as being something that we really want to see in Europe, because it belongs here, and it's the right of all Jews to be able to live their lives here as we would all
want to live it. Alors, c'est vrai que justement, dans notre stratégie contre l'antisémitisme en Europe, il y a aussi la deuxième partie qui est celle qui consiste à soutenir la vie juive. Et c'est d'autant plus important en ce moment. Les Juifs devraient pouvoir à la fois pratiquer leur tradition, leur culture de manière tout à fait libre. Et cet aspect est d'autant plus important en ce moment. C'est un combat entre l'obscurité et la lumière, et on espère que l'obscurité soit repoussée par cette lumière. On veut cette lumière en Europe. D'abord, c'est sa place, et en plus, ça permettrait donc sans doute à tous les Juifs de pouvoir vivre leur vie tranquillement comme nous le voulons tous. In the last anti-Semitic incident, Katharina, dans les derniers incidents antisémites, pas plus tard que ce week-end à Zurich, le suspect était très, très jeune, 15 ans ou moins. Est-ce que c'est un problème d'éducation seulement ou est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Is it only a problem of education or also some other factors? You know, Rabbi Orviller in France, she once said, and she also wrote in one of her books, racism is looking down on the other, is having a problem with the other. Anti-Semitism is having a problem with yourself. And I think, in a way, this is very true. When you're in a situation where you are strong about your own belief, your own identity, this is what research shows, you are less likely to have anti-Semitic ideas. And so I believe that when we look at very young perpetrators, this may be one of the reasons, without wanting to prejudge this specific case, but the challenge of wanting to provoke, of going against the standards, and of being insecure in yourself, certainly can play a role. Alors, je voudrais citer le rabbin Delphine Orviller en France qui a dit et même écrit dans un de ses livres que quand vous tenez des propos racistes, c'est parce que vous regardez en bas quelqu'un avec qui vous avez un problème et que quand vous tenez les propos antisémites, c'est que vous avez plutôt un problème avec vous-même. Et je pense qu'elle a raison parce qu'on a constaté dans toutes les recherches qui ont été faites ces dernières années que les personnes qui ont des croyances bien ancrées et une identité très claire sont moins enclines à tenir des propos antisémites. Alors évidemment, je ne veux pas préjuger de ce cas spécifique qui a eu lieu à Zurich. Peut-être qu'il y a une partie de provocation dans le fait que ce jeune homme ait agi comme ça. Peut-être qu'il y a aussi une partie d'insécurité par rapport à lui-même. L'avenir le dira. If I can say something about my own experience, what I have learned with regards to the world around me, and in particular also with regards to the responsibility we have as Europeans and as Germans towards the Jews, I learned at home. And so while education is very important, and I think in schools it can definitely be improved. It has to be improved. I give you a good example. Romania, for example, now started to have in the 10th grade, so when they are 15 years old roughly, they have 1 hour per week for 1 whole year only to learn about Jewish life in Romania, about the Holocaust, about anti-Semitism, Jewish life in Romania today, how the responsibility also of Romania towards the Holocaust. And this will change over the years the way people will know and learn about Jews, and also hopefully empathize with their situation. So education is key, but we cannot neglect the fact that in the end, the family has a very, very big role to play. And that's
of course, very difficult. We always like to look to the schools because that's where we can do something. But with regards to the challenge, it is also in the families. Alors, je voudrais aussi parler de ma propre expérience dans ma responsabilité, aussi bien à l'Europe et quand j'étais plus jeune en Allemagne. Ce que j'ai appris par rapport aux Juifs et à l'antisémitisme, je l'ai aussi appris à la maison. Et donc, c'est vrai que, bien sûr, l'éducation, c'est très important et on se tourne vers les écoles parce que c'est là qu'on peut agir, mais une grosse partie de ce challenge de la lutte contre l'antisémitisme, c'est que ça se joue directement dans les familles et là, on a moins d'influence. Je voudrais prendre par exemple la Roumanie. La Roumanie a décidé récemment que pour tous les élèves qui ont environ 15 ans, durant cette année-là, ils vont étudier pendant 1 heure par semaine, toute l'année, la vie juive en Roumanie, la Shoah, l'antisémitisme et la vie juive en Roumanie aujourd'hui. Et je pense que cela, au bout d'un moment, va complètement changer la façon dont ils vont appréhender le judaïsme, les juifs et la vie juive dans leur pays. Et donc, évidemment, on ne peut pas négliger cette partie éducationnelle, mais encore une fois, comme je le disais, il faut aussi jouer sur les familles. Presenting Jews as oppressors, Katharina, is a new thing, a kind of new thing. Instead of an historical oppressed people, does it fuel the new antisemitism that we see today? Est-ce que le fait de présenter les Juifs comme des oppresseurs, ce qui n'était pas le cas dans l'ancien antisémitisme, si je puis dire, c'est le nouveau carburant de cet antisémitisme actuel que l'on voit aujourd'hui et particulièrement depuis le 7 octobre. I'm actually not sure whether it is so new. I think it has gradually over the last 50 years, since 67 actually, increased. There has been a narrative with regards to the occupied territories, and that has changed people's view. We see that in countries where they specifically want to side with victims, this black and white narrative is very convenient, and therefore people want to side with the Palestinians as the victims and the Israelis as the oppressors. And this has led to this, in a way, also toxic and very one-sided view, which we see quite frequently now in the public sphere. Alors, je ne suis pas sûre que ça soit si nouveau que ça, à vrai dire. En tout cas, depuis 1967, c'est un narratif qu'on voit souvent, qui a un rapport, bien sûr, avec la guerre des 6 jours et les territoires occupés. Et je pense que ça a changé la façon dont les gens voient Israël et le peuple juif. Et dans les pays où ce narratif tout à fait noir et blanc, sans nuance, existe et marche, c'est facile quand on veut se présenter comme un défenseur des Palestiniens de considérer qu'ils sont les victimes et que les Israéliens sont les oppresseurs. Et on le voit de plus en plus fréquemment, notamment Katharina sur les réseaux sociaux. But we also have to see very clearly, and I think it's important to reiterate and always go back to what actually happened on the 7th of October, and that what happened then in the end has very little to do with this, with the occupation and many other things. People like to point to it, but in fact, this was a attack on Israeli civilians with a genocidal intention. So if they could have, they would have killed many more, and if possible, possibly all, because that's what they say in their statutes. And what we have seen subsequently is that people, anti-Semitism has increased in Europe. If anti-Muslim hatred had increased,
we would have not been so much surprised, or it would also have been wrong, and unfortunately it has increased. But the fact that after such an attack, the anti-Semitism increases shows that there is a much deeper root. And so I think we have to be very clear about what happened then and where the start was. And then, of course, and I know that many Jews here in Europe, when it is about empathy, for example, with the Palestinian civilians and the children that are dying there, it's horrific. Whenever a child dies, their parents, their siblings, it's always horrific. But let's not invert the reason and the cause. Alors, c'est vrai que il faut rappeler que ce qui s'est passé le 7 octobre n'a finalement que très peu à voir avec ce dont on parlait précédemment et avec ce conflit territorial. C'est une attaque que le Hamas a fait sur des civils israéliens avec une intention génocidaire, et s'ils avaient pu en tuer encore plus, ils l'auraient fait. C'est d'ailleurs ce qui est marqué dans leur statut. Donc, bien sûr que le fait de voir que l'augmentation de cet antisémitisme en Europe et le fait qu'il peut y avoir, c'est vrai, également un anti-islamisme, en tout cas, il ne faut pas confondre la conséquence et la cause. On se rend compte, en tout cas, que si cet antisémitisme a augmenté tellement en Europe depuis le 7 octobre, c'est qu'il avait des racines plus importantes que ce que l'on veut bien dire. Et donc, il faut être très clair sur ce qui a débuté ce cycle horrifique. Je sais que beaucoup de Juifs en Europe ont de l'empathie pour les civils palestiniens qui meurent aussi. Et c'est vrai que quand un enfant meurt, c'est toujours une tragédie pour sa famille, pour les gens qui sont autour. Et c'est pas moins horrifique quand il est palestinien qu'israélien. Mais encore une fois, ça n'a rien à voir en tout cas avec ce qui s'est passé le 7 octobre. We have the impression, which is a little depressing, I would say, Katharina, that anti-Semitism never dies. What would you say on that? Because you work against it every day. On a l'impression un peu déprimante que l'antisémitisme ne meurt jamais. Vous qui le combattez au jour le jour, qu'avez-vous à dire là-dessus, Katharina Von Schnurbein? Actually, I could quote my president, President von der Leyen, who said every generation again has to address anti-Semitism and has to make sure that Jews here in Europe have a safe home. And unfortunately, I believe this is true. It is a challenge. It very much has to do with the fact that whenever and this is something that we've seen erupt in particular during the pandemic, when there is something that you need to explain that is not necessarily immediately evident, you look for somebody other. Yeah, and that other traditionally, unfortunately, in Europe have been very often the Jews. So in the imagined Jews, because in the end you don't even need Jews for this kind of anti-Semitism. It's just that that in reaction to your own self, you need another entity. Yeah. So this doesn't make it better, but I think it explains to some extent why in a situation of first the pandemic, then the war in Ukraine, where we also saw a lot of anti-Semitic propaganda coming into Europe, and now with the war on Gaza, that we have this sequence of events in a very short time that has led to a tsunami, in particular, linked also to the online sphere. And that is something, this new tool, not so new anymore, but this tool with all the AI and all the possibilities to simply, in a very quick speed, amplify hatred in all directions, has also amplified anti-Semitic tropes and anti-Semitic conspiracy significantly. Alors, bien sûr, je pourrais citer ma présidente, Ursula von der Leyen, qui a expliqué au Parlement que chaque génération en Europe doit faire face à l'antisémitisme
et s'assurer que les Juifs aient toujours une maison, un endroit où ils peuvent vivre en sécurité. On l'a vu pendant la pandémie de Covid-19. Et encore une fois, ça n'explique pas tout, mais chaque fois que se passe quelque chose qui n'est pas évident, dont on ne sait pas exactement quoi faire, alors c'est plus facile de chercher un coupable que de chercher la réponse. Et souvent, ce coupable, ce sont les Juifs. Pas les vrais Juifs, mais les Juifs imaginaires, ceux des théories de conspiration, hein, par exemple. Et on l'a vu dans la pandémie de Covid-19, je vous le disais, mais aussi dans la guerre en Ukraine, où une certaine propagande anti-juive a vu le jour. Et bien entendu, depuis le 7 octobre, avec la guerre à Gaza, cette séquence d'événements très rapprochés dans les dernières années a amplifié et ça donne aujourd'hui un tsunami, une vague d'antisémitisme absolument énorme et bien entendu, je ne vous disais pas tout à fait nouvelle, mais amplifiée par l'intelligence artificielle, par les réseaux sociaux, par tous ces nouveaux outils qui amplifient de manière importante toute haine et à la fois les clichés sur les juifs et les théories conspirationnistes. Hein. My last question, Katharina, do you still believe that like any form of hate, anti-Semitism can be overcome and how particularly in Europe? Est-ce que vous pensez, pour finir, que comme toutes les formes de haine, justement, l'antisémitisme peut être dépassé et en Europe, comment est-ce que ça peut être possible? Well, it's a challenge, but if I did not believe in that, and we even say it, we want to put an end to anti-Semitism, even if it seems like utopia at the moment, we have to have this goal in front of our eyes in order to keep our compass. How do we do it? I believe that we have seen some change, for example, with regards to the attacks that we have seen against Jews, the Stars of David sprayed on houses, the attacks on students, situations that remind us really of the darkest days of European history. But what is different today is that Europe, the EU, all governments, all regional organizations, all the cities as well. So when it comes to the state authorities, they side with the Jewish communities and with all other groups that are exposed to hatred as a group. Yeah. So this has significantly changed. And I think the recognition of anti-Semitism being a threat to the Jews and therefore having to be addressed and being at the same time a sign that something in democracy is eroding and that we need to address it in that context as well, where democracy needs to be strengthened because we need to strengthen our rights for minorities, our freedom of speech. And that in itself, I see that there is a lot of movement, in particular also with regards to the coordination role that we have here on European level, the regular contacts we have with the member states authorities, which have 20 of them have now already their own strategies. So there has been a lot of recognition, including also of what anti-Semitism is, with the recognition of the IRA definition, which is the tool acknowledged by all EU member states in council declarations to see what actually is anti-Semitism in order to address it. You need to know what it is in order to fight it. So I believe that in that sense, although we see all this eruption, when it comes to the reaction of the state and also their preventive work, there has been progress. And that's why I'm also hopeful that we will again come to a situation where Jews say, yes, this is where I want to be and want to live here in Europe. Alors oui, évidemment, c'est un défi, mais bien sûr, je suis optimiste. Je veux y croire et on le dit également, et c'est notre objectif. Nous voulons
mettre fin à l'antisémitisme et c'est ce qui nous sert de boussole pour avancer. Et on a vu un certain nombre de changements depuis des années, même si c'est vrai, il y a eu beaucoup d'attaques antisémites, on a vu des étoiles de David peintes sur les murs, on a vu des étudiants se faire attaquer, on a vu plusieurs situations ces dernières semaines ou mois qui rappellent les heures sombres de l'Europe. Mais aussi, il faut avoir conscience qu'aujourd'hui, l'Europe, l'Union européenne, mais aussi les États, les régions et même les villes, toutes les organisations ont désormais à cœur de travailler et de se battre avec les communautés juives contre cet antisémitisme. Et ça, c'est un changement particulièrement significatif. Chacun a en tête que dans ce contexte de démocratie dans lequel nous vivons en Europe, nous devons augmenter la liberté d'expression, mais pas à n'importe quel prix. Et de ce côté-là, on a avancé dans la coordination notamment, et il y a un vrai mouvement positif de ce côté-là contre l'antisémitisme. Il y a plus de 20 États européens qui ont désormais chacun leur propre stratégie de lutte contre l'antisémitisme. Beaucoup d'entre eux ont commencé par adopter cette fameuse définition de l'IRA que nous avions demandé à tous d'adopter et qui est un outil très précieux parce qu'évidemment, quand vous voulez lutter contre quelque chose, vous devez d'abord savoir ce que c'est. Et même si on a vu l'éruption de plusieurs incidents très graves, alors on a aussi vu la réponse de ce côté-là. Il y a énormément de progrès. Et c'est pour ça que je garde espoir et que j'espère et je pense que nous arriverons à une situation dans laquelle les Juifs pourront dire, voilà, je veux vraiment vivre dans tel ou tel pays d'Europe et je m'y sens en sécurité. If I can say one more thing, I know we are out of time, but just the challenge I see now that the state authorities are on the side of the Jews is the general population. And we have seen silence following the 7th of October. We have seen a lack of empathy and a lack of, siding from emerging from the wider society. And this, I think, is now our next key challenge, to make the broader society aware of what anti-Semitism really means and that it needs addressing. And we are in a process also, to address this polarization in society, supporting civil society actors. Fighting anti-Semitism is not a responsibility of the Jews. And this is what needs to be understood, not only by the states who seem to understand it more or less now, but by civil society and by all actors. So they all need to have their own strategies on how to prevent and how to address it. Je me permets d'ajouter une dernière chose, c'est que c'est vrai que si aujourd'hui on voit que les États sont aux côtés des Juifs et des communautés juives, la population ne l'est pas encore. Et c'est là-dessus que va se jouer notre prochain défi. Ça va être d'éviter la polarisation qu'on a pu voir, comme ce silence avec ce manque d'empathie qui a eu lieu après le 7 octobre. Et dans la société civile aujourd'hui, il ne faut donc pas seulement augmenter les moyens des États qui ont l'air aujourd'hui d'être clairs sur leur soutien aux communautés juives et aux Juifs, mais toutes les initiatives de la société civile qui vont dans ce même sens. Il faut bien comprendre que la lutte contre l'antisémitisme n'est pas la responsabilité des Juifs, elle est celle des États, on en a parlé, mais elle est surtout celle de tous les autres acteurs de la société et finalement de chacun d'entre nous. Thank you very much, Katharina Von Schnurbein. On sait en tout cas que vous prenez votre part de responsabilité dans cette lutte contre l'antisémitisme et on vous remercie pour ça. Je rappelle que vous êtes la coordinatrice de la lutte contre l'antisémitisme de l'Europe et de la préservation de la vie juive. Passez une bonne journée, à bientôt. Merci, bonne journée. Merci beaucoup.